J'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais je ne peux plus. Donc, connotation un peu plus spirituelle de ça. Vous pouvez même faire des cours ici à l'Échirol, j'ai vu ça sur la théorie intégrale. Se fondant aussi sur la théorie intégrale, le champ de la transmodernité de Dussel, que certains d'entre nous travaillent un peu, Philippe Odo ou Magali aussi s'est déjà frotté à cela. Dans les interstices, des choses qui sont peut-être pas encore des discours, dans le sens où ils ont été appropriés aussi par la société civile, sur les communs, hein, ou bien sur l'innovation sociale. Ok, donc tous ces discours sont similaires, mettent l'accent sur différentes choses, plus d'écologie, plus questions économiques, et se fructifient les uns les autres. Ils ont un impact sur le régime dominant conventionnel. Et si vous vous penchez sur les Transition Studies, vous intégrez dans tout ça. À savoir que ce sont des discours avec une vision spécifique, et ce n'est pas la seule actuellement. Voilà, il y a aussi ceux des partis nationalistes en Europe, des mouvements islamiques. Ce sont aussi des visions de développement, ça c'est défendable de dire comme ça, qui influent et qui met en stress le régime dominant conventionnel. On ne connaît pas encore très bien les pourcentages pour l'un ou l'autre. Juste un bel exemple pour comment cette pensée-là influe le régime dominant conventionnel. Benoît Hamon. Donc, c'est des discours qui sont, desquels sont appropriés certains acteurs économiques. Voilà. Et par manque de capacité graphique, dans le graphisme, là, j'ai pas fait plusieurs flèches et des points d'interrogation, etc. Mais vous pouvez imaginer qu'il y en a. Ok, allons-y. Les approches conceptuelles des Transition Studies. Alors, c'était pas facile, je pensais que c'est vite fait, mais les indices, il y en a 3, les autres, il y en a 4, et si on compte bien, il y en a 5. Allons-y, j'ai fait cela. La première et la plus principale approche, c'est celle qu'on appelle les transitions sociotechniques. Alors, elle se base sur deux concepts. D'une part, les régimes sociotechniques. C'est quoi, pour ceux qui n'ont jamais entendu? C'est un ensemble d'artefacts, donc d'objets techniques, d'infrastructures qui les accompagnent, jusqu'à la communication, les systèmes de distribution, etc. Donc ça d'une part, les artefacts, de l'autre côté, des éléments sociaux, donc des acteurs, des relations de pouvoir, des institutions, entreprises, clients, etc. Régime, ça désigne donc les interrelations entre les artefacts et les éléments sociaux. Ça désigne aussi qu'ils sont assemblés autour de règles, de principes qu'on partage. Je pars sur l'autre concept, après je les mets ensemble. Deuxième concept principal de cette approche, c'est la niche, qu'on peut considérer comme un espace protégé où des innovations peuvent se développer. Des innovations techniques, mais on peut aussi, et il n'y a pas encore beaucoup d'études là-dessus, parler et étudier des innovations sociales sans objet. L'approche des transitions sociotechniques, il s'intéresse à la manière dont, depuis la niche, un développement d'une innovation technique, je mets entre parenthèses, peut faire basculer un régime sociotechnique et le faire changer vers un autre. Un exemple très simple où on part juste d'une innovation, d'un objet, c'est la voiture, qui a influé sur le régime, et il y a tout un régime socio-technique qui s'est construit autour de la voiture.
nos modes de mobilité ont changé, il y a les autoroutes, l'infrastructure qui va avec, et ainsi de suite. Cette approche s'inspire de l'étude sociale des sciences et des technologies. Elle se base beaucoup sur les travaux de l'historien Thomas Hughes, qui, à partir du développement du réseau électrique aux États-Unis, a analysé le processus de coévolution entre technologie et société. C'est un peu les bases. Quoi dire pour ne pas rester trop longtemps là-dessus. Cette approche permet de sortir de la dichotomie entre ce constructivisme social d'un côté et le déterminisme technologique. Il comprend l'innovation technologique comme un fait social, c'est important. Important, c'est peut-être aussi de savoir que cette approche se base moins sur l'analyse du système que sur l'analyse acteur-réseau. Donc l'acteur agency prend un rôle important là-dedans, c'est-à-dire il va analyser le comportement, les intérêts, les relations de pouvoir, souvent négligées d'ailleurs, tout ce qui a trait avec l'acteur, l'actant, dans l'agencement et dans le passage, dans la progression de l'innovation à partir d'une niche vers le régime sociotechnique et son influence. Je passe tout de suite à la deuxième approche qui complète celle-ci et qui la rend un peu plus claire encore. C'est la fameuse perspective multi-niveau, multiscalaire, les MLP, comme disent les initiés, et on en a déjà ici. Donc pour eux, pas beaucoup de nouveau. Mais pour les autres, il y a Frank Gilles qui... Gels, oui, il faut le prononcer à l'hollandais, d'accord, qui a prolongé des travaux d'autres sur les innovations techniques et qui propose un cadre heuristique qui est cette perspective qui distingue 3 niveaux d'analyse. Nous avons au niveau micro, comme vous voyez ici, les fameuses niches qui sont les graines de changement, les lieux d'incubation de l'innovation, qui se situent dans les interstices du régime dominant, dans les marges souvent, dans lesquels émergent donc les innovations. Nous avons les niveaux méso que représente le régime, donc cet ensemble relativement stable et cohérent d'infrastructures matérielles, d'organisation et des règles les reliant. Donc c'est notre système sociétal. Les niches peuvent influer donc sur le régime et c'est ça qui est analysé dans les Transition Studies. Le centre d'intérêt est ici, comment à partir des niches, les innovations et quels facteurs font qu'ils influent le régime et à quel moment et comment ils partent vers autre chose. Nous avons le 3e niveau qui est appelé le paysage, landscape, qui est l'ensemble des facteurs macroscopiques comme la situation géopolitique, environnementale et quoi encore, nos normes en général. À premiers abords, c'est assez simple et très souvent, ces échelles sont traduites par ici le local, après vous avez le national et le global, mais c'est pas si simple que ça. Et c'est là où les géographes, encore une fois, ont toute leur raison d'être, de s'ingérer dans l'affaire et de différencier cela. Régime, c'est pas national, niche n'est pas nécessairement local, etc. Difficile aussi après, ce qui paraît simple au premier abord,
à l'épreuve, ça s'avère difficile de délimiter qu'est-ce qui fait partie du paysage et où commence le régime et où il s'arrête. La définition de ces termes n'est pas si évidente et stabilisée que ça. Vous pouvez produire encore beaucoup de choses intelligentes aussi à ce sujet-là. Donc vous avez ici dans le régime sociotechnique les différents acteurs du régime qui changent de comportement, d'intérêt éventuellement, de normes de principe et intègrent éventuellement, pas dans tous les cas, ces innovations qui sont supposées de provenir de la niche. On voit bien que c'est une approche qui met en avant, qui s'intéresse à l'innovation comme partant d'en bas, qui n'est pas impulsée par le haut, à savoir que ça se fait aussi, ou on essaye de le faire. Contrairement à ce que cette image montre, il n'y a pas que des réflexions autour de cette émergence d'en bas et l'intégration et le basculement après, mais voilà, deux choses à ce niveau-là. Il y a le paysage qui peut avoir des éléments de crise, comme le changement climatique actuellement ou une crise financière, et qui impacte aussi sur le régime. Et après, le régime peut prendre des mesures, notamment les acteurs publics, pour favoriser des innovations qui viennent ou qui ne viennent pas. Donc, on est quand même sur ces trois niveaux en parallèle. Ouais, je vais m'arrêter là. Voilà, vous l'avez compris, j'ai résumé ça. Ça, ce sont deux approches principales. J'ai oublié une chose, je reviens à la première ici. Il y a lié à cette approche la recherche sur ce qu'on appelle les Technological Innovation Systems. C'est la recherche sur l'agencement des facteurs socio-techniques autour d'une innovation. Là, j'avoue une faiblesse, je n'ai pas saisi en quoi ça diffère fondamentalement de ce qu'on appelle la transition socio-technique. Quand on regarde dans la littérature, parfois ça glisse d'une désignation à l'autre. Et ce qui est vendu sous transition socio-technique, c'est décrit dans les TIS, les Technological Innovation Systems, et l'inverse. Donc, à creuser, voilà, je n'ai pas arrivé dans ma préparation à trouver la réponse à ça. Je laisse ça ouvert comme question. Ça, ce sont donc des approches conceptuelles fondamentales. Il y a deux approches qui sont beaucoup plus opérationnelles dans les sciences appliquées. La première, elle s'appelle le Strategic Niche Management, qui se concentre surtout sur les dynamiques à l'intérieur des niches et qui vise à accompagner les décideurs publics, mais aussi les entreprises dans l'élaboration. Donc, élaboration pour les décideurs publics, certes, de politique publique, mais aussi les entreprises, le management de l'innovation. Donc, le postulat, l'attitude, c'est de se dire les transitions peuvent, même si elles sont difficilement dirigeables, elles peuvent être favorisées par la création d'espaces qui permettent l'expérimentation et aussi en faisant de la recherche sur les facteurs de réussite. Des mots-clés ici, ça tourne beaucoup aussi autour des acteurs, leurs attentes, leur implication, leur engagement et sur le social learning, l'apprentissage collectif à travers de l'expérimentation. Last but not least, le fameux transition management, un champ très récent aussi, qui se veut aussi, tout comme le strategic niche management, accompagner les processus
et qui se donne comme finalité de donner des conseils aux acteurs publics, entre autres, aussi à la société civile, mais qui s'intéresse moins aux niches que au régime. Comment faire qu'à partir de la niche où c'est stabiliser une innovation socio-technique, voire sociale, je me permets d'ajouter ça, même si ça se trouve moins dans la littérature, comment faire que les régimes puissent intégrer cette innovation. Dans une des présentations des conférences de Dirk Lorbach, qui est, donc vous l'avez maintenant vu, du fameux centre Rotterdam Drift, et qui est le directeur de Drift et qui est un des auteurs phares des Transition Management. Il dit qu'il y avait 2 étapes dans ce champ très récent de recherche. La première étape, on s'intéressait aux défis de la transition